Regardez, nous sommes vivantes. Non, nous rêvons. Où est notre omphalos? Nous sommes redevenues vivantes. Elle a raison. Je vous vois et je vous entends. Mais nous ne sommes pas à Delphes. Je ne vois ni les falaises des Phédriades, ni la muraille de Philémon. Je ne sens pas les brises marines. Nous sommes un songe, le songe d'Apollon lui-même. Apollon, mon bel Apollon, dieu du jour et de la clarté, où es-tu? Nous sommes au centre de l'univers et c'est la source Castelli qui nous a redonné vie. Dansons, dansons comme au premier jour. Jouons, bougeons, rions. Nous sommes redevenues vivantes. Dominant les eaux calmes du golfe de Corinthe, au nord-ouest d'Athènes, se trouve le cœur sacré de la Grèce antique, la ville mythique de Delphes. Nous nous trouvons dans le sanctuaire d'Apollon Pythien, qui géographiquement est fermement accroché sur les contreforts du Parnasse, dominé par ces falaises de calcaire gris que sont les Phédriades, s'ouvrant largement sur la vallée du Pleistos en contrebas, et à proximité se trouvent les eaux du golfe de Corinthe, par où arrivaient les pèlerins. Selon la mythologie, Delphes serait au centre du monde. Ce centre du monde, symbolisé par ce que l'on appelle l'omphalos, une pierre en forme d'ogive, marquant le lieu où se trouvait le centre de la Terre. Delphes était considéré comme le lieu où se tenait l'oracle le plus vrai, et ce système oraculaire a connu un développement particulièrement important au 7e et au 6e siècle. Deuxième raison, les concours pythiques qui se tenaient tous les 4 ans et qui, à la différence des Jeux Olympiques, comptaient non seulement des concours gymniques et hippiques, mais aussi des concours musicaux. Système oraculaire, concours pythiques, drainait énormément de monde, des gens qui se pressaient pour venir dans le sanctuaire et qui, en remerciement pour le dieu, apportaient des offrandes. Des monuments, des trésors, des portiques, des statues de bronze ou de marbre, des simples terres cuites, selon le statut du dédicant. C'est au nombre de ces offrandes que se trouvait la célèbre colonne des danseuses qui était située un peu en contrebas, on en voit la base, et c'est cet ensemble d'offrandes, ce complexe architectural peuplé progressivement au cours des siècles par les offrandes, que l'école française d'Athènes a obtenu de fouiller entre 1892 et 1902. C'est ce que l'on a appelé alors la Grande Fouille de Delphes. Cette fouille a nécessité d'énormes moyens. On a dû installer un réseau de voies ferrées pour évacuer les déblais par des wagonnets. Songez qu'en 1896, on a évacué jusqu'à 160 000 wagonnets, énormément d'ouvriers. En 1893, on sait qu'on a utilisé jusqu'à 230 ouvriers par moment, et des moyens humains, techniques considérables. La photographie est utilisée, le moulage est utilisé pour la diffusion des informations. C'est donc au cours de cette campagne absolument gigantesque que sont découverts les différents fragments qui vont composer la colonne des danseuses. D'abord en 1893, des fragments de colonnes qu'on interprète très mal, qu'on attribue à un bâtiment. Puis en 1894, des fragments de jambes et surtout l'ensemble formé par les 3 jeunes filles adossées. En 1894 encore, on découvre l'omphalos de marbre, mais on ne fait alors aucun rapprochement entre ces différents éléments. En 1894 toujours, on met au jour la base que vous avez là, en bas, et qui, elle aussi, ne fait l'objet d'aucun rapprochement avec tout ce qui précède. Le premier rapprochement
ne va intervenir qu'en 1896. C'est Théophile Homolle qui rapproche les fragments de colonnes trouvés en 1893 et le groupe formé par les 3 jeunes filles. Il en fait un seul ensemble, mais pour l'instant, l'omphalos et la base sont encore laissés à l'écart. Et c'est au cours d'un long processus de recherche qui va s'achever quasiment un siècle plus tard, en 1993, avec Pierre Amandry et Jean-Luc Martinez, que la colonne des danseuses va retrouver son unité, sa complexité et son sens. Alors cette histoire, c'est d'abord une rencontre avec un pays et une civilisation. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est travailler en Grèce, c'est travailler sur un site archéologique en Grèce, et pas n'importe lequel, c'était Delphes. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai présenté le concours de l'École française d'Athènes. Et donc j'ai eu la chance qu'on me confie l'étude de ce dossier, de ce monument, donc datant du IVe siècle. En effet, donc, malgré toutes ces études, il reste bien des mystères attachés à l'étude de ce monument. Sa datation, son attribution à une école de sculpture, mais également sa signification. Dans cet ensemble, les danseuses qui avaient polarisé à juste titre l'attention ne finissent plus par apparaître que comme un élément secondaire d'une composition absolument inimaginable avant. Cet empilement de cette colonne végétale qui a une véritable force naturelle par elle-même, surmontée par ce groupe de danseuses qui ne servent que de support à un trépied pour lui-même supporter un omphalos, c'est quelque chose d'absolument unique dans la sculpture grecque, dans la composition même de l'œuvre. Mais on voit bien que les danseuses, dans cet ensemble, perdent un peu de leur importance. Mais elles gardent de leur fascination puisqu'on continue à parler de la colonne des danseuses. C'est un monument d'une grande complexité qui s'inscrit notamment dans les 3 dimensions. Et donc les documents en 2 dimensions, les dessins et les photographies, ne rendent pas exactement compte de cette complexité. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire appel à la technique donc, de relevé par photogrammétrie et la restitution par ordinateur pour permettre d'avoir des images qui à la fois permettent de tester les hypothèses et en même temps de visualiser certaines propositions. Et puis c'est l'affaire de ma vie en quelque sorte parce que ça fait 13 ans que je l'étudie. Voilà, et je prépare sa publication et qu'on se rend compte qu'on n'a jamais fini d'étudier un monument comme celui-ci. Le rôle de la Fondation dans ce projet a été tout d'abord d'être attentif, d'être à l'écoute d'une demande qui lui a été apportée par les archéologues et de mettre cette demande en relation avec les compétences de l'entreprise, les avancées en matière de mathématiques, en matière de savoir qui pouvaient être utiles à ce projet d'exception. C'est ce que nous appelons le mécénat de compétences et nous y tenons beaucoup. Une bonne recherche, c'est toujours une rencontre. Une rencontre d'abord entre un chercheur et son sujet. Il s'approprie véritablement ce sujet. Et Jean-Luc Martinez nous parle de ces danseuses comme si elles étaient siennes. Et c'est aussi, d'autre part, une rencontre entre des hommes. En l'occurrence, entre Jean-Luc Martinez, l'archéologue, et Guillaume Thibault, l'ingénieur. Ce n'est que la conjonction, la complémentarité de ces 2 personnes qui se sont entendues à merveille qui a permis la réussite du projet. Le manutentionnaire en archéologie ou le manutentionnaire en nucléaire ont des problématiques communes de trouver le bon agencement, le bon espace libre, d'éviter les obstacles pour être sûr de l'opération de remontage de la colonne ou l'opération de manutention, de maintenance dans une centrale. La problématique sous-jacente, c'est qu'on doit connaître la réalité des fragments, la réalité de l'installation industrielle. C'est pour ça qu'on fait appel au relevé laser, parce qu'ils permettent de connaître la position, la forme des objets et des obstacles. Donc il était simple, je dirais, de penser à transférer les technologies de relevé laser et de traitement des relevés laser du monde industriel vers le monde archéologique. EDF, via sa R&D, a une tradition de mécénat scientifique et technologique. Nous utilisons donc les méthodes du nucléaire et de nos autres domaines au service de projets archéologiques, par exemple, un peu exceptionnels. On peut distinguer soit ceux où nous donnons une nouvelle jeunesse à des objets importants pour l'histoire de l'humanité, par exemple les rouleaux de la mer Morte ou les objets du Titanic. Il peut s'agir, via des technologies s'appuyant sur le virtuel et la simulation numérique, de reconstituer un temple et là, une magnifique colonne. Le projet de la colonne des danseuses affrontait la masse de données. Il s'agissait de pouvoir traiter 100, 200 millions de données dans un ordinateur, ce qui n'est pas chose tout à fait simple. C'est la particularité de ce projet.
Le travail premier de l'archéologue consiste à avoir la vision la plus objective possible de la réalité matérielle, d'où l'importance de la précision des mesures en deçà des 2 mm. Ces mesures par scanner pour le relevé photogrammétrique sont en effet l'étape fondamentale. Et grâce au mécénat de la société EDF, nous avons pu procéder à ce relevé et vérifier toutes les étapes. Donc du scan sur place jusqu'à la vérification des données. 2200 scans vont ainsi être effectués pour couvrir l'intégralité de la surface des 34 fragments restants, des formes d'une immense complexité. Un seul de ces scans représente 250 000 points relevés en 1 seconde. Une base de données impressionnante, reflétant le besoin indispensable de précision scientifique. Là, nous avons exigé une précision autour des 2 mm, c'est-à-dire que nous sommes bien plus précis qu'un dessin, puisque dans le dessin, il y a cette imprécision du trait du crayon. Et ce qui est en jeu, c'est en effet la validation de ces hypothèses, notamment pour les raccords, ce que nous ne pouvions pas faire en 2 dimensions, et le fait de légitimer cette technique auprès de la communauté scientifique. Donc le relevé laser fournit des mesures sous forme de points x, y, z en 3 dimensions. Et ces points sont très serrés de façon à capter les petits détails de la géométrie des fragments de la colonne. On se rend compte que l'on capte de cette manière la partie gauche du visage de cette danseuse, oreilles et coiffure, mais pas la partie droite, parce que le relevé laser est arrêté au premier obstacle touché. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace le scanner et on recommence, et on recommence, et on recommence. Maintenant, si je mets tous ceux qui ont véritablement été pris sur les danseuses, sur cette tête de danseuse, on arrive donc à cette information. Alors, à partir de ce nuage de points collecté sur le site à Delphes, nous nous trouvions face à une base de données énorme, gigantesque. En même temps, donc, avec une possibilité d'exploitation presque exponentielle, mais en même temps avec un véritable danger. C'est-à-dire que sans classement, sans vérification des données, on ne pouvait rien faire de ces éléments. Donc il y a une étape fondamentale qui a consisté à vérifier et à classer tous ces nuages de points. D'abord, il faut s'habituer à les lire, parce que ce n'est pas évident, on n'est pas habitué à ce type d'image virtuelle. Et ensuite, parce qu'il faut vraiment vérifier, parce que le moindre défaut au moment du relevé est susceptible d'engendrer des erreurs considérables. Je vous donne quelques exemples. On s'est rendu compte qu'il y avait un nid d'insectes, sans doute des guêpes qui avaient colonisé un fragment. Et bien, ça avait produit, bien entendu, le relevé était précis, donc ça existait. Et donc il faut vérifier ces éléments, parce qu'après, pour les raccords de surface notamment, c'est une étape fondamentale. Les photos, même si elles sont 3D, sont comme toutes les photos, elles sont un tout petit peu distordues. Donc il s'agit d'éliminer le plus possible les points qui sont sur les bords et qui vont introduire globalement une erreur dans cette mesure. Et on va regarder la distance entre les points des différents relevés laser. On coupe le nuage, on regarde dedans et on voit si les 2 relevés laser sont véritablement les uns sur les autres. Après validation, il reste 214 millions de points représentant les 34 fragments. Des fragments répartis entre les 5 tambours principaux, le chapiteau, les danseuses et l'omphalos. Le puzzle virtuel va pouvoir commencer. Ce fragment se manipule virtuellement dans ce logiciel avec un clic de souris. Donc je ne sais pas, il doit peut-être peser 80 kg. Et je peux le déplacer tout en ayant la conservation de toute l'information, de tout le détail. L'archéologue doit valider ces hypothèses. La difficulté qu'il rencontre, elle est matérielle. C'est qu'il ne peut pas le faire physiquement, étant donné le poids et la masse des fragments. Alors pour le projet de la colonne des danseuses, l'objectif principal, c'était le remontage. L'archéologue était un peu incertain quant à la manière ou la capacité de placer tous les fragments de manière assez assurée. Donc on a atteint cet objectif. Les 34 fragments sont positionnés. Il y en a juste un qui peut aller à 2 endroits. Mais on s'était donné cet objectif, on l'a atteint. Nous avons utilisé ces nuages de points bruts, sans aucune interprétation, au moins pour tester les hypothèses de raccord entre les fragments. Parce que, en ce domaine au moins, il fallait tester véritablement le contact d'une surface sur l'autre. Et donc c'est une question de pourcentage. Est-ce que la surface, elle adhère à 90%, à 99%? Voilà.
Ce qui était assez intéressant, c'est que moi j'en avais une connaissance matérielle, ce qui fait que j'arrivais quand même à connaître les fragments, à les identifier et à dire bon ça c'est l'arrière, ça c'est la face, etc. Mais tout de même il y a des fragments qui étaient à ce point ruinés que ça ressemble à un caillou. Un très bon exemple, c'est le fragment que nous appelons toujours XX, parce que là on était comme deux gosses avec une chose comme cela. Le fragment est tellement abîmé qu'il y avait sur le papier ou d'après des photographies, aucune raison d'espérer retrouver son emplacement. Et là, nous avons testé simplement des raccords de surface. Et nous avons eu la surprise de constater qu'on pouvait trouver sa place. On a retrouvé sa place virtuellement et ensuite on l'a vérifié sur place, donc ça a été une espèce de moment de petit bonheur. La mise en place du fragment XX est une exception, presque un miracle. Les autres fragments ont subi les dommages du temps et retrouver leur emplacement demande un long travail d'investigation. Et il faut parfois remettre les choses à plat. On a pris le nuage du tambour, on en a calculé le cylindre moyen et à partir de là, on a fait une mise à plat, qui s'appelle une développée cylindrique, pour avoir une carte de ce tambour. Donc, on voit en l'occurrence le nuage du tambour numéro 5, et le cylindre calculé au plus proche du nuage de points, de façon à calculer un axe à partir duquel on a pu faire cette projection cylindrique. Et avec cette projection cylindrique, Jean-Luc pouvait donc dire tel fragment peut donc être là ou là, mais en ayant une perception globale des sites d'accueil de ces fragments. C'est comme ça qu'on a positionné le fragment 19A plus B, celui-ci, là, 19A, 19B. Et après, en revenant en 3D, on a pu le positionner en profondeur, avec les fonds de cannelure qui arrivent bien au bon endroit. Maintenant restent les grandes feuilles qui sont au pied de la colonne, qui sont courbes, très sophistiquées en termes de courbure, et pour lesquelles il n'est pas possible de faire mathématiquement une développée. Les 3 feuilles qui se trouvaient à la base du monument étaient par exemple particulièrement complexes à comprendre et même à visualiser. Je n'étais pas arrivé, malgré toutes mes recherches, à m'en faire une idée précise. Or, grâce à cette technique et grâce aux ombres, on a pu, avec Guillaume, imaginer la forme même, donc les contours, jusqu'où allaient les replis de ces feuilles. Ce qui était impossible d'imaginer sur le papier, et même avec les vrais fragments, étant donné bien sûr la lourdeur de certains d'entre eux. Ce que je voudrais vous montrer, c'est sur cette feuille sud-est, c'est la difficulté du placement de ce fragment numéro 13. La partie conservée de la feuille se trouve à ce niveau-là. Donc il faut être en mesure de positionner le fragment pour qu'il soit en raccord avec cette partie basse. Le reste, c'est du plâtre. Nous avions affaire non seulement à des fragments épars, mais à un monument déjà partiellement restitué selon une interprétation que nous estimons maintenant, parce que nous pouvons aller plus loin, fausse. Donc ces éléments, à moins de les dérestaurer vraiment, c'est-à-dire de les séparer à nouveau physiquement, nous ne pouvions pas aller au-delà. Grâce à l'ordinateur, nous avons pu dérestaurer virtuellement, c'est-à-dire séparer les fragments les uns des autres et retrouver leur positionnement d'origine. Objectif atteint, les 34 fragments numérisés retrouvent leur place au sein du monument. Un remontage virtuel rendu possible grâce à l'imagerie 3D. Les danseuses retrouvent leur emplacement d'origine entre l'omphalos et les 5 tambours. Les archéologues ont toujours eu le souci de tenter de replacer un monument dans un contexte, dans un paysage. Et des architectes, peintres comme Tournaire, pour Delphes, ont tenté de le faire, c'est-à-dire de travailler sur ce jeu de la lumière et du monument. La lecture des nuages de points demande une grande habitude. Les jeux d'ombre et de lumière les rendent plus compréhensibles, mais cela reste insuffisant en vue d'une publication scientifique. Alors sur cet exemple des danseuses, des 42 millions de points, voilà, on est parti de ce type d'illustration, de ce type d'ombrage, uniquement des points, très simple, ombrage très simple, mais qui met à plat le volume. On ne sait pas très bien si cette danseuse est plus devant ou derrière par rapport à celle-là. En revanche, en fin de projet, on est arrivé à ce type de rendu, maillage plus ombrage, et on voit bien que celle-ci, étant donné l'ombrage, par la continuité des ombres, est à l'arrière. C'est donc une illustration bien plus pertinente pour la publication
que ce qu'on avait au début imaginé de faire. Alors, pour réussir un bon maillage, il existe plusieurs méthodes, mais différentes méthodes ne sont pas adaptées pour les très gros nuages de points, comme ceux du projet de la colonne des danseuses. Quand on a des centaines de millions de points, il y a des algorithmes, des traitements, qui sont très gourmands en mémoire et qui vont échouer. Donc il fallait retenir les traitements capables d'être économes en mémoire. Dans cette catégorie, il en existe assez peu. Celui qu'on a retenu, dans le cadre de la thèse de Florent Duguet, INRIA, Télécom Paris, fonctionne de la manière suivante. On a les différents petits points qui ne sont pas reliés entre eux, on veut les relier entre eux, et en chacun des petits points, on a un petit vecteur, une petite information normale disant d'où ils ont été pris. Et cette normale, par exemple sur une courbe comme ça, nous indique comment, par continuité, ça serait bien de les relier. Alors la technique est la suivante, on prend les normales, on va les diffuser dans l'espace pour avoir, à un moment, elles vont se retrouver, se réunir pour former une information continue. Cette information continue dans l'espace, cette information volumique de normale, on va l'intégrer pour en faire une information de distance, un champ volumique de distance, dans lequel on va prendre la hauteur 0. C'est la surface. Partant des points séparés, on a réussi à les réunir par continuité normale. Quelle que soit la qualité du travail de remontage, les parties manquantes obligent l'archéologue à une forme de subjectivité qui consiste à imaginer ces éléments disparus. Après maillage, la qualité du rendu est plus que satisfaisante, mais l'aventure continue avec la restitution totale du monument. L'archéologue va interpréter les parties manquantes par comparaison avec d'autres sculptures de la même époque. Des étudiants en images de synthèse viennent compléter le dispositif. Donc, les étudiants sont partis de 3 éléments pour tenter cette restitution. D'abord, du monument remonté, tel que nous avons pu le faire grâce aux nuages de points. Partant des éléments les mieux conservés pour extrapoler, par exemple, la cannelure d'un type d'un tambour ou une feuille de la base. Pour les éléments les plus complexes, par exemple les figures féminines, ils sont partis à la fois d'éléments contemporains. Donc, par exemple, nous avons organisé une visite au musée du Louvre en leur montrant ce qu'était un visage du IVe siècle avant Jésus-Christ, un nez, les cheveux. Et puis, pour la position des bras et des pieds, de pose de modèles vivants, puisqu'ils ont pu ainsi partir du moignon, en quelque sorte, de la sculpture et intégrer la pose d'un modèle vivant. Actuellement, quand on voit le monument tel qu'il est présenté au musée de Delphes, on est frappé, parce qu'il a cette couleur orangée, mais qui est liée à l'enfouissement, et c'était pas sa couleur naturelle, et 2, parce qu'il a perdu son poli. Nous étions confrontés, les étudiants en infographie et nous-mêmes, à une véritable difficulté. C'est que jusqu'à présent, au cinéma, y compris dans les films à très gros budget, on n'est pas arrivé à une solution satisfaisante pour le rendu de la texture du marbre. Pourquoi ? Parce que le marbre, c'est un matériau très complexe, légèrement translucide, donc qui renvoie la lumière du soleil. Par ailleurs, ce monument est en marbre pentélique, un marbre légèrement orangé, avec des veines vertes. Donc c'était très difficile de rendre ces textures. Même si le fond est blanc, on voit bien qu'il y a quand même une légère coloration orangée, mais ça c'est lié au vieillissement. Et donc il faut donner l'idée de ce blanc veiné de légèrement de vert, quoi. Et ça donne cette difficulté-là. Nous savons en effet que le monument était sans doute partiellement peint. On a retrouvé en lumière ultraviolette des traces de pigments pour les yeux et pour les vêtements. Donc nous avons fait le choix de travailler sur cette texture et non pas sur le rendu coloré pour redonner l'idée de ce monument qui devait être poli et qui jouait avec la lumière naturelle du soleil. Et là, c'est une grande réussite de ce projet, c'est d'avoir travaillé sur ce rendu, mais sur ce rendu neuf, c'est-à-dire au moment de la création du monument. Le résultat obtenu est vraiment un éblouissement. Un éblouissement parce qu'il ramène la vie et il fait vivre à nouveau un trésor enfoui et que ce trésor est dorénavant remis à la disposition de tous. Il est d'abord et avant tout, bien sûr, un élément majeur
pour les scientifiques, qui ont combiné là des avancées étonnantes et qui maintenant peuvent poursuivre les travaux et aller plus loin. Moi, je reste convaincu que j'ai mieux compris le monument grâce à cette approche. Et je sais que si je le comprends mieux, je pense que le grand public aussi le comprendra mieux, même si, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses que nous connaissons mal, et si le monument garde une part de son mystère. Voilà le résultat du travail de plusieurs générations de chercheurs, l'aboutissement aussi d'un partenariat fort entre la Fondation EDF et l'École française d'Athènes par l'intermédiaire de Guillaume Thibault et Jean-Luc Martinez. Voilà aussi, je l'espère, l'ouverture de nouvelles perspectives pour la recherche et, pourquoi pas, le point de départ d'une nouvelle aventure virtuelle à plus grande échelle.